Lorsque je me suis lancé dans l'aventure Talk to the Spy en janvier 2018, une équipe de France 2 est venue me filmer chez moi pour complément d'enquête. Lors de la même émission, il y avait également un sujet sur Sergueï Girnov, ex-colonel du KGB. Quelque temps plus tard, une journaliste de Libération dressait un portrait croisé de Girnov et de Beryl 614. La proximité entre les deux profils était déjà frappante. Nous avons ensuite été invités par différents médias et notamment le QG sur YouTube, émission à laquelle nous avons tous les deux participé. En mai 2021, nous publions chacun de notre côté notre deuxième ouvrage, à 15 jours d'intervalle. Bref, il était grand temps que nous nous rencontrions. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Voici l'interview de Sergueï Girnov, ex-KGB, par Olivier Masse, ex-DGSE. Eh bien, Sergueï, je suis très heureux de te recevoir chez moi, dans le sud de la France. On ne dira pas où on se trouve, forcément. Je pense que tu n'as pas été suivi. J'ai fait un petit itinéraire de contrôle. Non, apparemment non. Tu es clair? Non, je peux pas être clair parce que là, on est quand même... j'ai pas vraiment fait comme il fallait, parce qu'il aurait fallu à ce moment-là venir la veille, repérer les lieux et refaire tout l'itinéraire de contrôle. Mais même si on était suivi par les bons gars et pas par les méchants. C'est ça. Puis moi, j'ai fait tout le travail de sécurité d'environnement pour que tu puisses arriver détendu. C'est ça. Sans qu'il y ait de méchants cachés dans la forêt, dans les montagnes autour. Exactement. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'on se suit depuis plusieurs années, qu'on a un parcours assez similaire, que des journalistes nous ont invités au même moment, qu'on a fait tous les deux France 2, on a eu un article commun sur Libération, et donc on se suit, mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est vrai, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et là, on vient de passer, avant ce tournage, quelques minutes ensemble pour se tester. J'ai l'impression de t'avoir connu toujours. Ouais. Et j'ai l'impression de rencontrer un collègue. J'ai l'impression d'avoir la conversation avec quelqu'un qui fait le même métier, dans le même service, la même approche, la même vision du monde. Et c'est assez surprenant parce que je l'ai eu déjà avec mon collègue François Varou, avec lequel j'ai sorti le 15 avril chez Mareuil le livre 2 espions face à face, KGB DGSE. Et voilà, maintenant j'ai un deuxième espion de DGSE face à face. Voilà, j'ai la même sensation. Donc voilà, c'est très paradoxal d'un côté, et de l'autre côté, je crois que c'est tout à fait naturel en fait. Ouais, moi ça m'a marqué. On a l'impression effectivement d'apparaître à faire la même promotion. Pourtant, on était un petit peu dans des camps opposés. Mais on a le même travail, on fait le même travail, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes éthiques, je pense aussi. Et en plus, donc on fait la même chose, on a fait le même travail avant et on fait le même travail maintenant, parce qu'on sort des livres. Donc, ton livre, KGB DGSE 2 espions face à face, on va en parler. Parce que moi, j'ai préparé mes questions en fonction de ton livre. Okay. Et puis moi, 15 jours après, j'étais un petit peu de retard par rapport à toi. J'étais un autre et vous ne le saviez pas. Ouais. Et pareil, on va partir aussi de mon livre pour te poser des questions sur la partie de ta carrière, la clandestinité. Tout à fait, ouais, très volontiers. Ouais. Je suis ravi qu'on a ces actualités qui se chevauchent, parce qu'effectivement, ça nous donne une très bonne occasion de se rencontrer et d'en parler. Donc, une première partie sur ton travail en clandestin, ton travail sous légende. Et puis ensuite, une partie plus générale sur le renseignement en tant que matière, un petit peu, où là je pars de ton livre et on y trouve plein de formules extraordinaires. Tu as le sens de la formule.
Merci. C'est très imagé, on apprend plein de choses, c'est amusant. Et il y a des choses qui m'ont fait réagir, et puis donc je voudrais te le partager. On verra à la fin aussi que tu as une vision assez dure hein, sur l'efficacité même des services de renseignement. Oui, on peut revenir. Effectivement, j'ai un regard assez critique par rapport, parce que en fait, j'ai un regard critique qui a évolué énormément. Et je crois que l'actualité et le passage dans l'actualité du 3e millénaire, justement, me pousse d'être encore plus critique par rapport à ça. Et puis ensuite, on parlera de nos projets aussi. Hein, parce qu'on a des projets. La vie continue et oui. On a plein de projets. J'espère. Et des projets parfois un peu pareils, un peu identiques. Alors donc, toi, tu as appartenu à la fameuse direction S, la prestigieuse direction S, des illégaux du KGB et de la première direction générale du KGB, donc qui est un peu l'équivalent de la DGSE. Oui, tout à fait. Donc la grosse différence, c'est le KGB, c'est un monstre sacré qui réunissait tous les services et contre-espionnage et espionnage. Et donc l'espionnage, c'est la première direction générale qui est le pendant en fait de la DGSE, parce qu'en France, les services sont séparés. Ma direction S, c'est quelque chose qui est assez rare dans le monde de renseignement, parce que tout simplement, c'est un domaine très particulier qui coûte énormément d'argent. Il faut faire beaucoup d'efforts pour préparer les clandestins, les vrais clandestins. Donc nous, avec les Allemands de l'Est, Stasi avait aussi un service de clandestins qui était très développé. Et en fait, on avait ce service parce qu'on était traumatisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, Staline a été traumatisé pour commencer. Parce qu'à un moment donné, il a constaté que quand il y a une guerre à laquelle on ne s'est pas préparé, qui éclate, du coup, tout ce qui est officiel, tout ce qui est ce qu'on appelle l'espionnage légal, enfin pas parce que c'est quelque chose de permis, mais parce que c'est l'espionnage qui utilise la couverture légale, soit des ambassades, soit des consulats, mais rattaché à notre drapeau, à notre fanion de l'Union soviétique. Et ben tout ça va être fermé. Les gens vont être au mieux expulsés, au pire emprisonnés, etc. Voire même pire, liquidés. Donc du coup, du jour au lendemain, le pays peut se retrouver sans agents sur le terrain, sans des sources, sans les OT qui les accompagnent, et donc sans le renseignement. L'Union soviétique s'est dit on va se préparer à cette éventualité, et la meilleure éventualité, c'est d'avoir un service qui va se fondre dans la masse de la population de nos pays d'intérêt, et donc du coup on va fabriquer les faux locaux. Et ça, c'est bien évidemment, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est une légende beaucoup plus avancée. Il faut déjà parler la langue comme les natifs, ou au pire, il faut avoir une explication pourquoi on peut faire des fautes de temps en temps. Mais par exemple, si on peut faire des fautes en français, et peut-être le français il va te dire ah tiens, à un moment donné, c'est peut-être pas un vrai français, mais on peut partir aux États-Unis, jouer le rôle des Français pour les Américains. On aura à ce moment-là le niveau de la langue suffisant pour les tromper, puis après le reste, même si on parle avec l'accent l'anglais, il y a une explication parce qu'on vient de l'étranger. Mais il faut être, disons, si on se fait passer pour un étranger, il faut être un étranger amical, un étranger allié. Donc le mieux, c'est en fait tous les pays de l'OTAN, on prend un pays de l'OTAN et puis après on part aux États-Unis, parce que en fait pour le KGB, l'ennemi numéro 1 c'était les États-Unis et puis le bloc de l'OTAN militaire, voilà. Et donc tous les efforts étaient concentrés sur cette cible-là. La France n'a jamais vraiment été un ennemi direct pour le KGB. C'est plus un pays qu'on utilisait. Bon, après, vous avez quand même des secrets industriels et technologiques qui nous intéressaient beaucoup. Et puis, en France, en fait, ce qu'on trouvait, c'est que beaucoup de Français avaient le sentiment anti-américain assez prononcé. À commencer déjà par le général de Gaulle, qui
qui avait une vision assez souverainiste de la France. Et donc il était très soucieux d'avoir la puissance souveraine française. Et donc du coup, on avait les sensibilités par rapport à ça. Voilà. Mais le service des illégaux, c'est un service qui est très compliqué. Donc il faut fabriquer la légende, il faut avoir les documents, les vrais faux documents. Notre service était équipé d'imprimerie, donc on pouvait imprimer n'importe quel document, n'importe quel passeport avec les encres. Donc il fallait voler aussi toute la technologie de production. Et à la limite, ce service-là, actuellement, aurait été très endommagé ou aurait rencontré beaucoup plus de problèmes. Avec la biométrie. Avec la biométrie qui arrive. Bon, après, on peut tricher même sur la biométrie, mais ça devient de plus en plus compliqué. Toi, ta mission principale, quand tu étais infiltré en France, tu étais en ce qu'on appelle nous en IRD, c'est-à-dire identité réelle démarquée. Tu avais ton vrai nom. C'est ça. Mais on t'a reformé, on t'a recréé une histoire pour gommer ta partie KGB, évidemment. En partie, parce qu'en réalité, j'ai une histoire assez particulière, donc du coup, j'avais presque pas besoin de gommer quoi que ce soit, parce que quand j'étais à l'université, donc moi j'ai fait l'école qui s'appelle le MGIMO, l'Institut des Relations Internationales, qui est sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, et à la 5e année de cette école, avant la sortie, il y a la télévision soviétique qui m'a proposé de participer à une émission en français à la télévision. Et à partir de 1982, les 14 années durant, je prenais partie dans cette émission, y compris une fois lorsque KGB m'a engagé en tant qu'officier de carrière. Quand je faisais mes 3 années d'études à l'Institut Andropov, on me voyait chaque semaine avec les émissions précédentes tournées auparavant. Et donc du coup, ça m'a fourni déjà une légende. Une couverture réelle, même si le KGB n'a rien fait en fait par rapport à ça, et ça m'a servi. Mais en revanche, ça m'a desservi dans le vrai travail de clandestin, parce que j'aurais aimé passer une vingtaine d'années aux États-Unis ou en France comme un vrai Français, comme un François Dupont ou un autre. Et donc le fait d'être connu à la télévision, ça a commencé à poser pas mal de problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai intégré l'Institut Andropov, le KGB m'a proposé de changer de langue. Et donc du coup, j'ai commencé à apprendre l'espagnol, parce qu'ils m'ont dit, vous êtes déjà assez connu avec le français, donc du coup, peut-être le continent latino-américain qui est assez loin, avec une langue différente. On n'avait pas encore d'Internet à l'époque, donc on n'avait pas vraiment la visibilité qu'on a maintenant. Et donc du coup, c'était plus réalisable et plus réel de passer pour un clandestin sur un continent américain. Et d'ailleurs, quand j'ai intégré la direction S, j'étais dans le département numéro 4, c'est le département géographique, parce que dans les directions S, département 1, c'est les illégaux. C'est le département qui traite les illégaux. Après le département numéro 2, c'est le département de documentation. C'est celui qui fournit les documents aux illégaux. Le département numéro 3, c'est celui qui choisit les candidats. Il les prépare pour le terrain et pour devenir les clandestins. Et après, il y a les départements géographiques. Donc 4, c'est le continent américain, 5, c'est l'Europe, etc., etc. Alors moi, dans mon livre, j'explique un petit peu la difficulté de vivre cette double vie et de vivre la vie d'un autre, d'être chaque fois, de rencontrer les gens et de cacher qui on est véritablement, quelle est notre véritable mission. Donc j'y vois, pour un clandestin, il y a un côté plaisir et en même temps des douleurs, la douleur d'être un autre et de se cacher. Est-ce que toi, est-ce que tu en as éprouvé du plaisir, rester caché comme ça? Oui, c'est un plaisir, parce que justement, le plaisir, c'est que quand on est caché sous une légende et une identité, on ne se sent plus protégé que quand on est à l'ambassade. Cette particularité d'être protégé par la légende, ça donne une jouissance. En revanche, notre école dans la clandestinité, on se rend compte que vivre dans le temps sous la légende
c'est assez compliqué. Donc du coup, on va construire la légende qui correspond le plus près possible à notre personnalité et à nos traits de caractère et à nos intérêts. Ce qui fait que c'est l'école Stanislavski, c'est moi, dans les conditions données. Donc si les conditions changent, je sais pas, je change de pays, je change d'environnement, je peux changer autre chose, mais ma personnalité que je vais jouer, elle va correspondre au maximum à ma vraie personnalité. Voilà, donc on peut pas inventer, on peut pas changer en fait la personne. Donc on va pas lui demander si tu es, je sais pas, rigolo, on va pas te demander de devenir sérieux. Si t'es sérieux, on va pas te demander de jouer le clown. Donc voilà, donc on va utiliser à la limite même nos faiblesses de caractère, on va les rendre comme nos forces. Parce que c'est quelque chose qui va servir, tout peut servir, tout. Après, c'est la façon d'aménager la chose, la façon de la faire rentrer aussi par rapport à la mission. C'est la mission aussi qui commande, parce que nous, on n'est qu'un moyen de remplir la mission. Ça veut dire l'acteur joue et ça lui procure du plaisir où il devient connu du public. Mais nous, c'est pas ça. En fait, notre métier, c'est le renseignement, notre métier, c'est l'information, notre métier, c'est peut-être aussi des missions d'accompagnement de collègues de renseignement, mais c'est toujours ça qui guide notre travail. Donc une légende qui en fait n'est pas trop éloignée de ce qu'on est véritablement nous. Et quand tu me dis ça, moi ça me rassure parce que c'est dans mon livre je décris le parcours de 5 clandestins de l'histoire. J'ai 2 résistants, dont le colonel Rémy, puis Jeanne Boët qui est une résistante. J'ai le fameux colonel Rudolf Abel. Ensuite, j'ai William Fischer. William Fischer, évidemment. Je ne sais pas tromper quand même. Oui, tout à fait. C'est tellement effacé derrière sa légende qu'on a c'est ça. On a oublié son vrai nom. Et donc, j'ai aussi un agent du Mossad, Wolfgang Lotz, qui faisait une infiltration au Caire. Et puis un agent des douanes américaines qui infiltrait d'une mission très dangereuse les cartels de la drogue, de Pablo Escobar. Et donc, ces 5-là, tous, ils disent la même chose. On ne va pas s'inventer un personnage complètement différent. Pour ne pas faire de gaffe, il ne faut pas se tromper. Il faut être très près de qui on est véritablement. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça. C'est ça. Sinon, on va jouer faux. Disons qu'on va jouer faux. Enfin, après, si on est excellent acteur, on peut jouer. Mais est-ce qu'on va réussir à jouer autre chose pendant très très longtemps? Donc à un moment donné, soit on deviendra ce qu'on joue, soit on échouera. Et on a plus de risques d'échouer que de rentrer totalement dans la légende pour ne pas se tromper. Avant l'infiltration, il y a toute la formation à la clandestinité. Toute cette formation, on t'apprend à vivre, à être un autre, tu as des exercices concrets. Oui, c'est une formation. C'est pour ça d'ailleurs le service le vrai service de clandestinité, c'est un service extrêmement compliqué parce que la préparation d'un agent, ça prend en gros 5-10 ans pour devenir un vrai clandestin. C'est ça le truc. Et en France, on a tendance à dire 1 an. 1 an, une bonne légende. Mais je pense que vous allez encore plus dans disons, parce qu'en fait, on a une différence de vision, parce qu'en France, on peut être français, mais sous un faux nom. Et donc, si tu joues le français sous un faux nom, tu es déjà français. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est la même chose par exemple, pour Stasi. Ils avaient aussi la facilité parce qu'ils étaient allemands. Donc, ils parlaient l'allemand. Donc, pour eux, rentrer dans la peau d'un Allemand, c'était facile. Et il aurait fallu pour eux, tout simplement, il fallait changer un tout petit peu de vocabulaire parce que le vocabulaire n'était pas la même des 2 côtés de la frontière. Un peu les accents qui n'étaient pas la même chose, mais ça leur demandait pas une préparation extraordinaire, très très longue. Tandis que nous, déjà apprentissage de langue, pour parler comme un natif, donc ça demande du temps. Préparation des illégaux, c'est une préparation qui est une préparation individuelle. De toute façon, il n'y avait pas d'école pour les clandestins. L'Institut Andropov ne préparait pas les clandestins.
Institut Andropov, donc école de la forêt, comme on l'appelait, ou CAI, donc Institut du drapeau rouge. C'est une école qui est préparée pour le service légal. La clandestinité, le département Est travaillait avec chaque personne individuellement. Donc du coup, ça demandait aussi des professeurs privés à chaque fois, et le programme était construit par rapport à chaque personne. Mais bien évidemment, ça demandait énormément de temps. D'abord le travail théorique, après beaucoup de travaux pratiques, et puis après des stages, les voyages, des passages, donc voilà, et tout ça s'organise. Passage de frontières Passage de frontières, de pays au pays, changement de documentation, parce qu'on rentrait comme une personne et puis on ressortait comme une autre, donc il y avait tout un tas d'organisations, parce qu'une personne qui était rentrée et qui n'est pas ressortie, donc du coup il y a le service de contre-espionnage qui commencerait à se poser les questions. Donc du coup, il y avait une autre personne qui ressortait avec les mêmes documents, comme ça il y avait les entrées. Enfin, c'est compliqué à gérer tout ça. Et bien évidemment, il n'y a que des services énormes dans le monde qui peuvent se le permettre. Et moi, franchement, maintenant, je me demande si ça vaut vraiment le coup, hein, parce que finalement, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose, finalement. Je pense qu'au service, on partage un petit peu cette à la DGSE, cette impression qu'effectivement que ça prend du temps et que c'est pas forcément très utile, mais c'est un savoir-faire qu'on a envie de garder, parce que la clandestinité, les gens, des faux papiers, ça permet aussi d'être un meilleur officier traitant après. J'ai l'impression que d'avoir fait cette première partie de carrière, de me concernant, après j'ai pu diriger les sources d'une manière plus efficace. Votre travail, je l'ai fait moi-même. De toute façon, quand on était soi-même sur le terrain, après on dirige mieux les agents, ça c'est sûr et certain. Et puis il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait nos sources, ce sont les étrangers qui sont en situation de danger. Toi, quand tu es OT, tu diriges, tu cours moins de risques, et surtout si tu es sous la couverture diplomatique. Donc le pire qui t'attend, c'est d'être expulsé et déclaré personne non grata, et puis de partir dans ton pays d'origine. Tandis que la source, elle risque sa vie dans beaucoup de pays. Et donc le fait d'avoir vécu la clandestinité, ça peut te permettre aussi de lui donner des conseils de sécurité, de vivre, de comprendre comment son pays réellement vit sur le terrain. Et bien évidemment, c'est une force, hein, c'est indiscutable. Alors, toi, ta première mission en clandestin, c'était en France ? Les missions de clandestins, je vais pas t'en parler beaucoup, hein, parce que ça reste dans notre service. Il y a pas de prescription, il y a pas d'année. Donc quand on était sur le terrain, déjà on ne sait pas à quoi on a servi, parce que souvent la mission ou les services est beaucoup plus grand que nous. Donc chacun, il y a le cloisonnement du travail et de l'information. Donc des fois on fait une petite partie, mais ça se trouve que la petite partie que j'ai jouée dans mes missions est continuée à être sur le terrain. Il y a peut-être encore des clandestins qui, même 30 ans après, qui sont toujours là, où les missions sont toujours en cours. Donc ça, je peux pas parler. Et il y a autre chose aussi, c'est que ce que je peux dire, c'est que j'ai traversé un certain nombre de pays sous fausses identités. Et j'aimerais peut-être retourner dans ces pays. Et donc si suite à cette émission, ils apprennent que à un moment ou à un autre, il faut chercher peut-être des traces de mon passage sous une autre identité, ça me fermerait peut-être des frontières de certains pays, notamment sur le continent américain. Donc ça t'honore de pas dévoiler le secret le contenu de tes anciennes missions clandestines, mais malgré tout, il y a dans tes apparitions dans les médias, il y a une mission dont tu as déjà parlé, c'est ta mission d'infiltration de l'ENA. Oui, l'émission sur l'ENA, déjà, où j'en ai parlé tellement que, bien évidemment, tout le monde maintenant la connaît, il y a plusieurs articles, il y a plusieurs émissions.
Et puis surtout que c'est une mission très particulière parce que d'un côté, bien évidemment, de mon côté, j'avais le statut d'illégal, ce qui me procurait une autonomie particulière, mais je suis venu sous ma propre identité. Parce que justement cette identité, cette couverture télévisuelle m'a servi d'ailleurs d'organiser cette mission, parce que c'est moi-même qui l'a programmé cette mission. J'ai contacté des institutions françaises, plusieurs institutions françaises, pour faire une série de documentaires ou de reportages sur les institutions françaises pour mon émission. Et en faisant cette proposition, j'ai été reçu à l'ENA et suite à la conversation de 2 heures, ils m'ont proposé de faire partie de 2 premiers élèves soviétiques qui étaient admissibles au cycle long attaché à la promotion de l'ENA. Et donc, le deuxième était normal, lui. Le deuxième était normal, enfin ce qu'on appelle diplomate propre. Parce que nous, on est sales. Donc lui, Victor Nekrasov, il travaillait au ministère des Affaires étrangères. Après, le truc, c'est que le KGB, c'est ça aussi la différence par rapport à beaucoup de pays occidentaux, c'est qu'en réalité, tout soviétique qui se trouvait à l'étranger travaillait plus ou moins pour nous. Après, la différence, je suis persuadé qu'il n'était pas un officier de carrière comme moi. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontré, Yassinevo. Donc par rapport à ça, il peut être rassuré et les gens qui le soupçonnaient peuvent être rassurés. En revanche, il y a quelque chose qui m'arrangeait moi, c'est que il avait une personnalité un peu particulière, ça veut dire qu'il était un peu taciturne, avec un teint un peu blafâtre, et donc du coup, il y a des gens qui, en fait, ils rentraient dans le mythe d'officier de KGB, beaucoup plus que moi qui jouais les personnes rigolotes, avenantes, etc. Et pour la promotion, c'était lui, l'agent du KGB, et toi, t'étais clair. Je crois que pour la promotion, c'était lui, et éventuellement pour le contre-espionnage, pareil. C'est pour ça d'ailleurs que moi je n'ai jamais été inquiété par rapport à quoi que ce soit dans ce domaine, y compris même quand je suis venu à la journée sportive de l'ENA avec un t-shirt de KGB où c'était marqué en grosses lettres KGB, personne l'a remarqué ou personne n'a réagi d'une manière ou d'une autre. Et dans le cadre de cette mission clandestine où on peut plus en parler, est-ce que tu as des moments où tu dis tiens là j'ai réussi un gros truc et j'en suis fier et c'est assez excitant parce que j'ai marqué des points. Disons que en fait non, cette mission c'était un peu décevant parce que justement comme mon service a disparu quasiment au début de cette mission, comme mon pays a disparu, donc du coup j'ai pas développé, je n'ai pas voulu et je n'ai pas pu en fait développer en plein tout le potentiel, parce que la mission était belle quand même, hein, parce que c'est la meilleure école. En plus, se faire inviter par l'école, donc en fait, même pas d'infiltrer, en fait, c'est eux qui quasiment m'ont supplié de venir, et en plus... Ils le loup dans la bergerie. C'est ça, et en plus, ils m'ont payé ça, ça veut dire que j'ai été boursier du gouvernement français, donc du coup, de tous ces points de vue-là, c'est quelque chose de réussi, et puis surtout que cette école, c'est une école à long terme. Ça veut dire qu'on commence à contacter les gens quand ils ont 25, 27 ans, 30 ans, et puis dans 30 ans, ils sont toujours là. Hein. Nicolas Revel de ma promotion, il est directeur de cabinet de Jean Castex à Matignon. Avant, il était secrétaire général adjoint à l'Élysée sous François Hollande, avec Emmanuel Macron, qui était son collègue au même poste. Après, on a eu aussi quelques personnalités dans la promotion étrangère. Donc, il y avait Karin Kneißl, qui était pendant quelque temps ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Il y avait Eric Calcagno, qui est venu à Paris, ambassadeur d'Argentine. Et il y a Sally Mansfeld, qui est toujours ambassadrice, qui est actuellement ambassadrice d'Australie à Genève, donc dans le quartier général des Nations Unies européen, donc là où Biden va arriver pour prononcer son petit discours et rencontrer Poutine. Donc on voit le potentiel en fait que cette école donne, non seulement côté français, mais même côté étranger. Hein. Donc par rapport à ça, j'étais un peu déçu.
rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie de mon interview de Sergei Girnov. Et si vous voulez poursuivre l'expérience Talks with a Spy en podcast, je vous propose une série exclusive disponible sur la plateforme Magellan. Adoptez les réflexes d'un espion. Dans cette série en 5 épisodes, j'ai répertorié pour vous quelques savoir-faire de l'espion qui peuvent vous être utiles dans votre vie quotidienne. L'accès à la bibliothèque Magellan se fait par abonnement, mais les abonnés de Talks with a Spy bénéficient d'un accès gratuit pendant 1 mois. Pour pouvoir bénéficier de cette promotion, il suffit de cliquer sur le lien figurant en description de cette vidéo. Allez, bonne semaine à vous et à très vite.